Salut Sophie, Salut Florian. et bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On va vous parler de ce qu'on a découvert sur les oiseaux ces 7 derniers jours, c'est parti. Comment ça va Sophie? Écoute, ça va très bien, un peu fatigué, mais on fait aller. Voilà. Semaine compliquée, Semaine chargée. semaine très très compliquée, mais j'espère que... justement, semaine compliquée, donc du coup tu vas nous parler de sommeil chez les oiseaux? Exactement, parce que là j'en ai un peu Incroyable. besoin. Et moi je vais parler de la manifestation contre la réforme des retraites. C'est bizarre, on parle plus d'oiseaux. C'est Ah bah zut c'est une alors. émission qui a changé du tout au tout en l'espace de quelques épisodes. Non, 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 évidemment, il y a un terrible. rapport avec les oiseaux, bien sûr. C'est Sinon, terrible, je on ne a me commencé permettrais à pas parler d'en parler. de chenilles l'autre fois, maintenant on parle de manifestations. Non mais c'est... Où va-t-on? Où va Ah le bah monde? maintenant, on parle de politique maintenant. Tiens, je vais commencer justement par cette manifestation à Rennes. C'est un article de 20 minutes où des agents de police utilisent des drones pour surveiller généralement les manifestations. Avant, ils utilisaient des hélicoptères, mais l'appui aérien maintenant se fait avec des drones qui sont beaucoup moins chers, qui sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus faciles à utiliser. Donc on est à Rennes avec des manifestants qui manifestaient contre la réforme des retraites. Et il s'est avéré qu'il y a eu des choses qui se sont passées, de manière plutôt drôle, puisque ce drone s'est fait attaquer par 4 mouettes. Des mouettes qui ont attaqué en plongeant vers le drone. On reviendra justement sur le fait de plonger, de piquer sur les drones. Ça expliquera un petit peu le comportement qu'ont eu ces oiseaux. Et les gens évidemment se sont beaucoup moqués. Certains en ont même fait des porte-paroles contre la réforme de retraite de ces mouettes. Il y a eu quelques caricatures qui ont circulé quelques heures, voire même quelques jours après. Alors, évidemment, ces mouettes ou ces goélands, on fera le point sur la différence entre les deux, parce que c'est souvent une différence Oui. que les gens ne maîtrisent pas. Ah bon. Le point sur ces oiseaux, c'est qu'en fait, tout simplement, ils défendaient sans doute un nid qui était à proximité, ou des jeunes qui étaient soit à l'envol, soit immatures. Et donc le drone étant considéré comme un ennemi par ces oiseaux, et ces oiseaux ont décidé de l'attaquer pour évidemment que les petits soient à l'abri. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement courant, mais ça devient quand même de plus en plus comment dire, commun, ce genre d'attaque de drone, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'oiseaux qui prennent ça pour de potentiels prédateurs ou potentiels intrus. Oui, puis il y a de plus en plus de drones. Différence. Il y a de plus en Oui, plus de drones aussi, absolument. donc obligatoirement il y a de plus en plus d'attaques. Aussi effectivement. Différence entre mouette et goéland, qui est assez facile finalement. C'est que pour le goéland, on va parler d'animal plutôt du large, donc tout ce qui va être associé à l'océan, alors que mouette, on va avoir beaucoup tendance à les retrouver à l'intérieur des terres. Donc ce que vous voyez généralement en bord de mer, ce sont des goélands et non pas des mouettes. Ce que vous voyez en revanche qui traînent, par exemple, je sais pas, si vous avez des cours d'eau à proximité de chez vous et que vous avez des lacs ou ce genre de choses là, ce sont généralement des mouettes qui y traînent, voire même des rivières ou des fleuves. Voilà principalement la différence entre les deux oiseaux. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de plus, Sophie? Bon, souvent le goéland est un peu plus gros que la mouette aussi. Bon, ça dépend des Oui, espèces effectivement. après. Il y en a des goélands qui sont un peu plus petits, mais généralement le goéland est quand même un gros oiseau. Quand on le voit de près, ça marque, c'est un peu plus gros. C'est plus gros qu'un pigeon, alors que la mouette est quand même plus petite, un peu plus gracile dans sa forme. Voilà. En France, il y avait le goéland argenté, ce genre de choses qui sont quand même des gros bestiaux. Le plus commun, effectivement, le goéland argenté, Voilà. qui est un oiseau qui est reconnaissable avec son bec orange et sa petite tache rouge. Oui. Petite tache rouge qui est, pour la petite anecdote, une tache qui est utilisée lors de la nidification par les parents.
C'est une tâche qui servirait justement pour les jeunes à marquer leur intérêt pour la nourriture qu'apportent les parents au nid. Alors j'ai jamais vérifié cette information, c'est mon professeur d'éthologie qui m'avait raconté ça. Ça, c'est Donc si intéressant, tu as ça, des ouais. informations supplémentaires, mais ça me paraîtrait pas idiot puisque c'est quelque chose qu'on voit chez d'autres espèces. Il y avait même une étude qui était sortie l'année dernière où il y avait des points qui étaient dans le bec des oiseaux. Et justement, c'était comment dire, des marqueurs pour que les parents puissent nourrir les oisillons. Ouais, mais ça, Euh, c'était une autre étude, il me semble, parce que là, du coup, c'est les parents C'était une qui autre vont étude, regarder ouais. à l'intérieur du bec de leurs oisillons, alors que là, Mm. sur le point rouge du goéland, il est à l'extérieur du bec et il est sur les parents, pas Mm. sur les petits. Donc je sais pas à Absolument. quel point, je sais pas trop comment ça fonctionne du coup, parce que bon, je suis pas trop Alors, intéressée au goéland. d'après ce qu'il m'avait raconté, d'après ce que mon professeur d'éthologie m'avait raconté, c'est en fait les jeunes qui tapaient à l'endroit où il y avait la tache rouge, et les parents, du coup, sachant qu'il y avait ce signal, nourrissaient le jeune qui voulait manger. Après, je n'ai pas D'accord. vérifié cette information. Peut-être qu'elle est fausse, Ah, mais en tout cas, c'est ce qui m'avait été raconté. Mais effectivement, non, ça demandera plus. ça peut être intéressant. Non, ça peut être Ouais, intéressant. ouais, ouais. Moi, je sais C'est. que pour nourrir un petit oiseau, si vous avez un oisillon, un truc comme ça, généralement, ce qui se passe, c'est que les parents vont taper sur le côté du bec de l'oisillon pour Hmm, lui demander d'ouvrir le bec. Et souvent, les oisillons, quand ils deviennent un peu plus grands, ils font pareil avec les parents pour que le parent régurgite. Donc, ils vont taper hmm, sur le côté du bec. Donc, on n'est pas très loin de la tache rouge, effectivement. Hein, ça peut être tout à fait ça. hmm. Ça m'étonnerait pas. Ah, Alors des drones utilisés par la police, mais on a aussi des drones qu'on utilise pour la surveillance des oiseaux, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont affectés pour ça. C'est notamment, ça commence à être vraiment de plus en plus utilisé, notamment pour surveiller des espèces menacées. Encore faut-il évidemment bien camoufler ces drones, et c'est pour ça que transition, il y a Ouh. quelqu'un cette année, début d'année, qui a sorti une étude qui s'appelle Taxidermy Birds as Platform for Flapping Wing Drones. Ouh. Et en gros, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert? Eh bien, l'objectif est de faire de la taxidermie, c'est-à-dire prendre des oiseaux qui sont morts et faire en sorte que ces drones aient la forme de ces oiseaux qui soient décédés, en utilisant justement des animaux de collection ou des animaux trouvés et conservés dans diverses départements. Et l'objectif, il y a deux objectifs principaux, c'est comme on l'a dit, surveillance des oiseaux, donc un intérêt plutôt logique, on va dire finalement par rapport à ce qu'on on présente. Et il y a un autre intérêt qui pourrait intéresser davantage les militaires, parce que ça permettrait eh bien, de réaliser de la surveillance beaucoup plus furtive en utilisant justement des oiseaux de région que les habitants, que les personnes qui sont comment dire, qui sont surveillées voient régulièrement, et donc ça permettrait d'augmenter la surveillance, d'améliorer ce système de surveillance. Donc c'est quelque chose qui est mis en place enfin c'est quelque chose qui est mis progressivement en place. Les drones sont évidemment de plus en plus utilisés également par l'armée et par les militaires, et donc l'objectif étant maintenant de faire en sorte qu'ils soient de moins en moins visibles. Le fait de les transformer entre guillemets en oiseaux est une conséquence, on va dire, plutôt logique de la volonté de passer inaperçu. Ouais, bah alors pour passer inaperçu, il va falloir quand même, parce que tu peux pas avoir un petit avion qui ressemble à un oiseau sans que l'oiseau batte des ailes, parce que enfin, ça ressemble à rien, sinon c'est pas un Hmm. oiseau, c'est un avion, effectivement. Ou qu'il ait un comportement d'oiseau à peu près normal, repliant les ailes une fois qu'il se pose, il peut pas non plus rester tout le temps au-dessus de toi avec le drone. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est Enfin bref. effectivement qu'il faut simuler l'intégralité du comportement de l'oiseau. Hmm. Donc le simuler en vol, ça va. Le simuler lorsqu'il se pose à terre, là c'est déjà plus problématique. Donc, mais ce sont des recherches qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus fréquentes, j'ai envie de dire, vis-à-vis de, Ouais, peut-être. vis-à-vis justement de cette volonté de passer inaperçu. Mais c'est vrai que
il y a encore beaucoup de choses à faire pour les utiliser à des fins militaires. Mais en tout cas, à des fins biologiques, ça paraît totalement possible. Ouais. Et je sais pas si vous en avez déjà utilisé des drones de votre côté pour surveiller Non. des oiseaux. Après, il y a ce qu'on utilise en drone, ça va être des choses qui permettent de prendre des photos après pour faire du Hmm, comptage d'oiseaux. Mais c'est des drones qui prennent des photos de très loin, donc en fait, tu vois, c'est- les oiseaux sont pas trop dérangés par ce genre de choses, du moins on hmm. espère. Donc à part ça, j'ai pas utilisé d'autre chose. Ok, d'accord. Bon voilà, en tout cas, ce que je voulais vous raconter sur la réforme des retraites, des mouettes et de la taxidermie. Voilà. C'est un super sujet, mais et j'avoue que ça me fait penser cette histoire d'utilisation militaire des drones déguisés en oiseaux. Tu sais, il y avait cette théorie du complot qui avait été lancée par un gars qui s'amusait un petit peu, qui parlait de les oiseaux sont des drones de l'armée. Les oiseaux n'existent pas. C'est ça, les oiseaux n'existent pas. Alors, par contre, fait intéressant et un peu glauque malheureusement, Ah, dans certains pays, on utilise des oiseaux kamikazes, notamment des pigeons, oui. puisque donc en fait on attache une bombe sur le corps du pauvre pigeon et on l'envoie justement voler, se faire exploser. On utilisait aussi des pigeons pour guider des missiles lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pigeons en fait tapaient un point rouge sur l'écran. Et le fait de taper sur l'écran permettait justement de diriger le missile. Je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais c'était aussi quelque chose qui était utilisé à des fins militaires. Donc oui, on a aussi des oiseaux qui sont utilisés directement à des fins militaires. Bon, après, tout ce qui est pigeons messagers, ça a aussi été utilisé à des fins militaires pendant la dernière guerre. Hein, Absolument, ça a aussi. absolument, ouais, ouais. Effectivement. Certains qui sont devenus de véritables héros d'ailleurs, Qui ont été film décorés. Vaillant, Les os. oui, c'est ça, le film Vaillant qui retrace justement la décoration, enfin le périple d'un de ces pigeons, et à la fin du film, ils disent combien d'animaux ont été décorés. Mm. Et je crois que c'est 37 ou 32 pigeons, je crois, qui ont été décorés à la fin, si Oula, je dis pas de bêtises. je saurais pas te dire C'est, ça. Et pour la dernière information, il y a un monument aux pigeons de la Première Guerre mondiale qui est, je crois, à Lille, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez visiter aussi ce monument Ouh, faut que j'aille le voir celui-là. qui est du coup dédié aux pigeons. Voilà. Trop bien. Ah, c'est super, faut que Bah, j'aille le voir. Et en parlant de tiens, pigeons, du coup. bah ouais, parlant de pigeons, tu restes sur les pigeons. Eh ben oui, je reste sur les pigeons, mais cette fois-ci, on va pas parler d'utilisation militaire du pigeon, on va parler de sommeil du pigeon. Parce que avant d'être utilisé, le pigeon, il doit dormir quand même. Un minimum, C'est oui. vrai que c'est... comme nous. Et justement, comme nous, en fait, il se trouve que les oiseaux ont plusieurs phases de sommeil. Vous avez une phase de sommeil léger, de sommeil profond, et puis de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui va souvent être associé au rêve. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent pendant cette phase-là qu'on rêve. Parfois, on a des rêves pendant les autres phases aussi, mais c'est plus courant pendant le sommeil paradoxal. Et donc, ce qui intéressait les chercheurs là, de l'université de la Ruhr-Bochum, donc ça doit être en Allemagne, il me semble, c'était de... Un nom comme ça, oui, oui. Voilà. Je sais même pas si je le prononce bien d'ailleurs, on est d'accord que là, j'y vais totalement au feeling. On a des Allemands qui écoutent le courrier de la Sterne, je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, s'il y en a, faut qu'ils nous aident pour la prononciation, parce que là, je suis Exactement. complètement paumée. C'est clairement pas ma zone d'expertise. Et donc, dans cette université, les chercheurs ont décidé de s'intéresser au sommeil paradoxal chez les pigeons, et de savoir si, pendant ce sommeil paradoxal, ils rêvaient comme nous. Parce que ça a quelques incidences ensuite sur comment est-ce qu'on voit les oiseaux, et puis leur relation à nous, au sommeil, enfin bref. Il y a pas mal de choses qui en découlent derrière, et donc ce qu'ils ont trouvé,
c'est que effectivement ils avaient une phase de sommeil paradoxal, bon ça on le savait déjà, mais pendant cette phase de sommeil paradoxal, ils avaient plus ou moins la même chose qui se passait dans leur cerveau que chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un cerveau qui va être un petit peu plus actif dans certaines zones pendant le sommeil paradoxal, et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous quand on rêve. Donc par exemple, pendant ces phases de sommeil paradoxal, ils ont observé une activité très forte dans les régions qui étaient responsables de, normalement, la vision. Donc c'est-à-dire tout ce qui va servir à gérer la vue et ce que vous voyez avec vos yeux. Vous savez que c'est géré après dans le cerveau, dans certaines aires, qui permettent de déchiffrer ce que vous voyez, notamment de retourner l'image, etc. Et donc, chez les pigeons, pendant qu'ils dormaient, on a ces aires-là qui sont très très actives pendant le sommeil paradoxal et qui ressemblent très très fort à ce qu'on trouve chez un encéphalogramme, chez un pigeon qui est notamment en train de voler. Donc en fait, ils en ont déduit que les pigeons étaient probablement en train de rêver qu'ils volaient. C'est quand même pas si mal. On est quand même sur quelque chose d'assez incroyable là. Alors moi j'ai une question, parce que tu sais très bien que les oiseaux sont très alertes même lorsqu'ils dorment. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait cette zone active du cerveau, c'est justement parce qu'ils sont en alerte Non, parce que ça ressemblait vraiment à la manière dont ils regardaient, en fait, c'est la manière dont ils géraient tout leur environnement visuel pendant le vol, pas pendant qu'ils sont posés ou pendant qu'ils font autre chose, c'est vraiment un mouvement d'yeux et du coup derrière une utilisation du cerveau qui correspond exactement à ce qu'ils font pendant qu'ils volent. Pas pendant les phases de repos, pas pendant le reste du sommeil non plus, parce que vous avez plusieurs phases dans le sommeil et ça ne se pose que pendant le sommeil paradoxal. D'accord. Donc ça c'est quand même... voilà. Donc ils sont plutôt persuadés que effectivement le pigeon est en train de rêver qu'il vole. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont trouvé que la zone de l'amygdale dans le cerveau, donc chez les oiseaux, il y a une zone similaire à l'amygdale, je sais pas si vous savez un peu à quoi ça sert chez l'humain, mais en gros, c'est plus ou moins la zone où vous avez la formation des émotions, et voilà, tout ce qui est relatif à vos sentiments, vos émotions, etc. C'est dans l'amygdale, dans le cerveau. Et donc chez les oiseaux, il y a une zone similaire, et notamment, pendant ce sommeil paradoxal, cette zone est très très active aussi. Et ça, c'est pas mal non plus, parce que ça veut dire que si effectivement l'oiseau est en train de rêver, visiblement, il y a de l'émotion qui se met dans ses rêves aussi. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc on sait pas trop quel type de rêve ils ont, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est incroyable. Voilà, donc il y a quelque chose à réfléchir là-dedans, et je trouve que voilà, ça les rapproche encore plus de nous que ce qu'on pensait auparavant. Voilà, moi j'ai trouvé la news assez incroyable, et pareil que nous, donc ils ont aussi remarqué que pareil pendant le sommeil il y avait plusieurs phases, et notamment il y a des phases pendant lesquelles nous en tant qu'humains on va plus ou moins gérer tous les déchets que notre cerveau produit pendant la journée. C'est des phases qui ne sont pas la phase de sommeil paradoxal, c'est le reste du sommeil normalement qui va gérer tous ces déchets là. Donc il y a toute une mécanique qui se met en place et qui essaie d'éjecter au maximum les produits dérivés de ce que vous avez produit pendant la journée. Et donc chez les pigeons, ça marche de la même façon. Il y a aussi cette mécanique qui se met en place et qui tendrait aussi à prouver que finalement, la relation entre oiseaux et mammifères, au niveau du cerveau, c'est très très proche tout ça, parce qu'on a plus ou moins les mêmes phases de sommeil, on a du coup plus ou moins les mêmes types de rêves, visiblement. Les émotions, enfin bref, on a tout qui est vraiment, si ça se généralise aux autres espèces d'oiseaux, on va avoir vraiment quelque chose entre oiseaux et mammifères qui est très très ressemblant et qui finalement nous rapproche encore plus de ces animaux. Après, je veux un pigeon qui rêve d'une aventure avec Chuck Norris. Hein. Personnellement, je n'ai... Et pourquoi pas Et pourquoi pas Non, mais c'est hyper intéressant, ce serait hyper intéressant de savoir si... les rêves des oiseaux, puisque on sait quasiment qu'ils rêvent maintenant, il y a plusieurs études qui tendent à confirmer que c'est le cas, savoir si ces rêves sont influencés justement par ce qu'ils sont capables de voir, et donc de savoir si un oiseau sauvage rêve de la même manière qu'un oiseau domestique. Ce serait particulièrement drôle comme étude à voir. Ah ça oui. C'est, oui.
oui, j'avoue. Ouais. Ce qui était assez intéressant parce que dans les années 60, la grande majorité des rêves que nous faisions, nous, humains, étaient en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que la télé, à l'époque, était en noir et blanc. La télé avait D'accord. justement, entre guillemets, capitalisé notre cerveau, fait en sorte que celui-ci soit vraiment conscient que les rêves puissent être en noir et blanc. Alors qu'en réalité, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, les rêves sont en couleur. Mais pareil, c'est assez intéressant de voir qu'il y avait ça. Mais il y a tellement de choses à voir sur les rêves, c'est tellement passionnant. Il y a des gens qui arrivent à contrôler les rêves. Imaginons si les pigeons pouvaient contrôler leurs rêves, ce serait incroyable. Ça, oui, Monsieur, je sais pas. Monsieur Pigeon qui va affronter le grand aigle royal, lui piquer une plume et revenir vers sa demoiselle, et sa demoiselle qui fait rou rou. Ça veut dire qu'elle est d'accord pour se reproduire avec lui. Moi, je trouve ça formidable. Il y a des scénarios terribles. C'est vrai qu'on pourrait s'amuser. Bon, ça. Bon, en tout cas, D'autres exemples d'oiseaux qui volent d'oiseaux qui volent en qui rêve. volent. Qui... D'autres oiseaux qui rêvent, pardon. Alors, je ne sais pas. Là, pour l'instant, ils avaient fait l'étude sur une quinzaine de pigeons qui ont, du coup, été entraînés spécialement à dormir dans des conditions où c'était plus facile pour les chercheurs pour accéder à un encéphalogramme. Mais je ne sais pas si ça a été fait sur d'autres oiseaux. Pour l'instant, visiblement, non. Donc, Il me j'espère que semble dans sur le des futur. corvidés, ça avait été fait. Je dis Peut-être. pas de bêtises, c'est le jet des chênes, si je dis pas de bêtises, ou le jet bleu, un oiseau, en tout cas de la famille des corvidés, je crois. Parce que ça fait depuis quelques temps qu'on parle justement du rêve chez les oiseaux, Ouais. et je sais qu'il y a 2-3 études qui étaient déjà sorties là-dessus. Donc, D'accord. Je sais pas s'ils Ouais. étaient allés aussi loin, du coup, peut-être. je sais pas non plus, je t'avoue, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils ont juste remarqué que ça faisait le même encéphalogramme que pour nous humains, mais je sais pas s'ils sont allés aussi loin pardon, dans l'interprétation. Je Faut pense voir. ils s'étaient certainement arrêtés aux différentes phases de sommeil, avec C'est possible. peut-être une caractérisation du coup du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal chez les oiseaux, parce que ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Ce qui était intéressant après, c'est de savoir, ok, au niveau des rêves, comment ça se passe. Ou alors C'est peut-être possible. au mouvement des pupilles et de l'œil, tu sais, où ça se contracte ou ça se rétracte. Ouais, effectivement. Parce que là, c'est important aussi dans cette phase de sommeil paradoxal. Et puis surtout, s'il y a des émotions, la pupille peut changer de taille. Et bon, ça arrive chez nous aussi, c'est ce qui se passe chez nous. Oui, bien sûr. Bon, en attendant, peut-être que vous rêverez d'un pigeon qui vole après avoir écouté cet épisode. Mais cet épisode se termine. Un grand merci à toi, Sophie. Eh bien, merci à on toi rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science pour nous parler d'oiseaux, mais pas que. Chers auditeurs et chères auditrices, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter, @podcdls si jamais vous voulez retrouver toutes les émissions, sur PodCloud aussi, sur Spotify, sur Deezer et bien sûr sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. À bientôt.